Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Sinaseb, également secrétaire général de la CNT, Michael Zouri et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger vont passer leur 138e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Le Niger va célébrer demain ses 60 ans d'indépendance intervenue exactement le 3 août 1960 sous la Première République qui était dirigée par Djouri Hamani. Dans quel contexte le pays a accédé à sa souveraineté nationale? Élément de réponse avec l'historien Mahmoud Djibou. L'indépendance du Niger, comme celle des autres pays d'Afrique occidentale, est intervenue à un moment où la relation internationale avait pris une nouvelle tournure. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec tous les chamboulements connus, avec toutes les révélations, avec la faillite de la puissance française, la domination allemande et tout ce que la France avait encaissé, tout ce que les Africains ont découvert de la France, davantage plus qu'avant, avec plus tard la défaite française à Dien Bien Phu, un peuple colonisé peut vaincre la France, avec la guerre de résistance en Algérie, avec la conférence de Bandung, et surtout avec l'activisme, deux activismes qui allaient dans presque la même direction, mais qui étaient contradictoires. Il y a une agence américaine, l'Institut des Relations Internationales, International Relations Institute, qui, au cours de ces deux congrès successifs, en 41, 55 et 56, a demandé au gouvernement américain de peser de tout son poids pour qu'au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, que toutes les colonies soient retirées aux puissances coloniales pour les confier à un service international. Et son activisme était si chaud que ça ne pouvait pas laisser indifférent, surtout que les États-Unis eux-mêmes voulaient la fin de la colonisation pour avoir accès aux marchés coloniaux. L'Union soviétique, le deuxième membre influent du Conseil de sécurité, voulait lui aussi, pour des raisons doctrinaires, de question de principe de doctrine, faire tomber le colonialisme qui est, comme on dit, le parachèvement de l'impérialisme colonial, enfin du capitalisme. Alors, en France même, il y a un mouvement mené par un certain Raymond Cartier, un journaliste de Paris Match, un mouvement qu'on appelle le cartiérisme, qui, après une tournée dans les colonies, est venu, financé certainement par certains lobbies, produire énormément d'articles chocs pour dire que la France allait finir par devenir la colonie de ces colonies, que la colonisation était inutile, que la France ne gagnait rien, qu'elle était en train de perdre, etc. etc. Et la proclamation de l'indépendance a été faite à Niamey, de l'année du 2 au 3 août à minuit. Et le 3 août, dans les chefs-lieux de cercle, il y avait 16 cercles. Dans les chefs-lieux seulement, on a fait venir les chefs de canton. La proclamation a été lue en français. Et sur les 16 commandants de cercle, la moitié était des blancs. Comment un paysan nigérien va-t-il comprendre qu'un blanc vient dire que non, vous êtes indépendant? De qui? Vis-à-vis de qui? Alors qu'ils sont là. Donc il y a déjà un problème. Et ensuite, c'était seulement les chefs, en dehors des curieux de la ville qui étaient à côté. Bon, et la proclamation était en français. Et il n'y avait pas de moyens de communication pour diffuser. On a acquis l'indépendance dans ce contexte, en n'ayant aucun attribut, en dehors du drapeau et de la devise.
L'historien Mahmoud Joubo que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. À l'occasion de la célébration de cette fête d'indépendance, l'ambassadeur américain accrédité au Niger a livré un message au peuple nigérien. Message dans lequel Eric Wateker est revenu sur la bonne coopération entre les deux pays. Les États-Unis ont reconnu le Niger comme nation souveraine le 3 août 1960 et ont maintenu un partenariat ferme et soutenu depuis lors. De 3174 volontaires qui ont servi dans le corps de la paix entre 1962 et 2011 à l'inauguration du pont John F. Kennedy, financé et construit par les États-Unis en 1970. De l'ouverture du Centre culturel américain en 1989 a suivi par l'ouverture des espaces américains à Agadez, Maradi, Tawa et Zender et des milliers de Nigériens formés au Niger et aux États-Unis grâce à des programmes d'échange et d'enseignement d'anglais aux efforts déployés conjointement pour former et équiper les forces de sécurité nigériennes pour faire face aux menaces régionales. De plus de 2 milliards de dollars américains d'aide humanitaire et d'aide au développement au cours des 20 dernières années pour soutenir la croissance économique et la sécurité du Niger, dont 200 millions de dollars américains par l'aide de l'USAID, y compris à la fois Feed the Future et President's Malaria Initiative et le programme quinquennal 437 millions de dollars américains du Millennium Challenge Corporation Compact pour la productivité agricole au récent 6,6 millions de dollars américains d'aide pour lutter contre le fléau de COVID-19. À l'occasion de cette fête de l'arbre, nous examinons la racine profonde des relations bilatérales qui se sont nouées il y a 60 ans et qui continuent de se nourrir. L'ouverture plus tard cette année de notre nouvelle ambassade représente un engagement visible et durable envers le Niger et son peuple pour les 60 prochaines années d'amitié et de bonne volonté entre nos nations. Vive le Niger, vive la solide relation bilatérale, le Niger se lève. La période des grandes vacances rime à Niamey avec les cérémonies de mariage. Des cérémonies qui deviennent de plus en plus un casse-tête avec leurs dépenses, les dépenses qu'elles occasionnent. Harriet Salah pour le constat. En cette période de grandes vacances, les mariages et autres cérémonies sont en vogue avec leur lot de dépenses qui dépassent l'entendement. En effet, ces dépenses ostentatoires sont liées aux uniformes, 3 à 4 au cours d'une journée lors d'une cérémonie. Cet état de fait, bien que dénoncé par les familles, continue malgré le manque de moyens de la plupart des Nigériens. Dans la recherche de solutions à ce problème, le ministère de la Population avec la société civile ont élaboré un document qui sera transmis au Conseil des ministres. Nous voulons que le gouvernement, que les autorités pensent à ne pas tarder sur cette situation et que nous voulons vraiment qu'une loi soit adoptée pour pouvoir amener les gens à se conformer. Parce que tant qu'il n'y a pas de loi, tant qu'il n'y a pas de disposition légale par rapport aux dépenses ostentatoires, les gens ne vont pas se conformer et les gens ne vont jamais abandonner. Mais s'il y a une loi, s'il y a des sanctions qui sont prises, moi je pense que les gens, par la grâce d'Allah, ils vont essayer de mieux se comporter et de se conformer à la législation nigérienne. Mais avant l'adoption d'une loi interdisant ces dépenses dans les cérémonies, la coordination des ONG et associations féminines demande l'engagement des femmes à éviter ces dépenses inutiles. Nous les femmes, en dehors de cet engagement, il faut qu'il y ait une volonté ferme. Il faut que nous changions de comportement, de mentalité par rapport à ces dépenses ostentatoires. Certes, on est fatigué. D'autres ont les moyens, d'autres n'en ont pas. Mais les gens s'efforcent à copier d'autres. Et c'est des problèmes. Parce que nous amener à faire des uniformes, 3, 4, 5 uniformes par jour. Moi, je pense que c'est vraiment ostentatoire, comme on le dit. Il faut que ça cesse. C'est à nous
de le faire. C'est à nous de se battre. Des stratégies sont en train d'être mises en place par la Congafen pour plutôt amener les femmes à consommer nigérien à travers l'habillement traditionnel, ce qui permettrait sans nul doute de tourner la page des uniformes au Niger. Sur le plan sportif, la Fédération nigérienne des sports équestres organise depuis hier à l'hippodrome de Niamey des courses internationales qui s'inscrivent dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Ibrahim Abdou. Le Grand Prix du ministre d'État, ministre de l'Élevage et de l'Agriculture, Albadé Aouba, a été couru ce 1er août 2020 sur les pistes de l'hippodrome de Niamey. Une course disputée en présence des écuries du Nigeria, du Burkina Faso et du Tchad. En tant que représentant du ministre, son Excellence le ministre d'État, Albadé Aouba, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, nous sommes prêts à accompagner justement donc, les organisateurs de la course pour faire la promotion du cheval. Vous le savez que le Niger c'est un pays de cheval et vraiment nous devons tout faire pour qu'au niveau de la sous-région nous soyons quand même considérés comme tels. Le Niger est un pays de cheval. C'est pourquoi la Fédération nigérienne des sports équestres envisage de mettre en place de nouveaux produits visant à faire la promotion du cheval. Il faut évoluer parce que le Niger étant considéré comme un pays de cheval, nous nous sommes rendus compte que le Burkina s'est réveillé, que le Mali s'est réveillé, que le Tchad il va de soi, ils sont très avancés par rapport au Niger, le Nigeria naturellement. Donc nous sommes en train de faire en sorte que le Niger n'accompagne pas, mais que le Niger reste toujours leader en matière de course des chevaux. Les hippodromes sont en train d'être faits, en train d'être modernisés. Maintenant, il faut naturellement accompagner avec le produit. Le produit, c'est les chevaux. Les chevaux, il faut améliorer la race et nous sommes sur le chemin. Débuté le 1er août, ces courses vont se poursuivre jusqu'au 3 août prochain. Elles s'inscrivent dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Niger. Nous arrivons maintenant à la partie magazine de cette édition qui traite de l'indépendance du Niger et c'est avec le professeur Mahmoud Jibo. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'indépendance du Niger, comme celle des autres pays d'Afrique occidentale, est intervenue à un moment où la relation internationale avait pris une nouvelle tournure. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec tous les chamboulements connus, avec toutes les révélations, avec la faillite de la puissance française, la domination allemande et tout ce que la France avait encaissé, tout ce que les Africains ont découvert de la France, davantage plus qu'avant, avec plus tard la défaite française à Dien Bien Phu, un peuple colonisé peut vaincre la France, avec la guerre de résistance en Algérie, avec la conférence de Bandung, et surtout avec l'activisme, deux activismes qui allaient dans presque la même direction, mais qui étaient contradictoires. Il y a une agence américaine, l'Institut des Relations Internationales, International Relations Institute, qui, au cours de ces deux congrès successifs, en 55 et 56, a demandé au gouvernement américain de peser de tout son poids pour qu'au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, que toutes les colonies soient retirées aux puissances coloniales pour les confier à un service international. Et son activisme était si chaud que ça ne pouvait pas laisser indifférent, surtout que les États-Unis eux-mêmes voulaient la fin de la colonisation pour avoir accès aux marchés coloniaux. L'Union soviétique, le deuxième membre influent du Conseil de sécurité, voulait lui aussi, pour des raisons doctrinaires,
de questions de principe de doctrine, faire tomber le colonialisme qui est, comme on dit, le parachèvement de l'impérialisme colonial, enfin du capitalisme. Alors, en France même, il y a un mouvement mené par un certain Raymond Cartier, un journaliste de Paris Match, un mouvement qu'on appelle le cartiérisme, qui, après une tournée dans les colonies, est venu, financé certainement par certains lobbies, produire énormément d'articles chocs pour dire que la France allait finir par devenir la colonie de ces colonies, que la colonisation était inutile, que la France ne gagnait rien, qu'elle était en train de perdre, etc., etc. L'un dans l'autre. De Gaulle, en arrivant au pouvoir au lendemain des événements d'Alger de mai 1958, De Gaulle avait posé le principe. C'était d'avoir une nouvelle république qui pouvait mettre un terme à l'instabilité politique qui a caractérisé la 4e République française. Et, dans la foulée de la fabrication, de la construction de la nouvelle République, la 5e de laquelle ils sont encore, De Gaulle a voulu avoir un régime présidentiel. Mais au sein de cette République, il fallait régler la question coloniale, puisque une promesse vague avait été faite à la conférence africaine de Brazzaville de 1944, pour dire qu'on va aider les colonisés à participer à la gestion de leurs affaires. Mais on n'avait jamais parlé d'indépendance. Alors De Gaulle n'avait pas le choix. De Gaulle voyait que l'Afrique risquait de lui échapper. Et 2 signes à cela. Le premier signe, c'est que, au moment de la création de la CE, la Communauté économique européenne, qui est l'ancêtre de l'actuelle Union européenne, les ministres allemands et français, c'est à l'initiative du ministre français des Affaires étrangères, ont convenu d'intégrer, d'associer les 18 possessions outre-mer de la France au traité de Rome, le 25 avril 1957. Donc, c'est une manière de couper l'herbe sous les pieds de l'International Institute, Relations Institute américain, pour que, quoi qu'il arrive, les colonies soient protégées puisque amarrées à l'Union européenne naissante. Deuxièmement, au niveau des populations africaines, au lendemain de la guerre, les gens ont pris conscience. Au départ, c'était des résistances qui cherchaient à bouter le colonialisme hors de l'Afrique. Au lendemain de la guerre, les gens ont essayé de s'associer. Mais avec les avancées de la loi cadre, dite loi Gaston Defferre du 23 juin 1956, les Africains ont goûté à une sorte d'autonomie interne. Et justement, François Mitterrand, dans un livre qu'il a publié en 1958, Présence française ou abandon, a expliqué que seule l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle, et que pour éviter d'avoir d'autres Algéries au sud du Sahara, l'Algérie était en guerre depuis le 1er novembre 1954, la France avait intérêt à s'organiser, à se préparer de partir pour mieux rester. Donc ces différents événements ont amené le général de Gaulle, qui a eu l'intelligence politique, de combiner tout cela pour en faire une sauce. De trouver le moyen pour que la situation ne lui échappe pas. Donc les aspirations, surtout ouvertement exprimées à l'occasion du congrès constitutif du PRA, le Parti du regroupement africain à Cotonou, en juillet 1958, les déclarations notamment de la délégation nigérienne de Boubacarry et Mamani Abdoulaye, tout cela va amener De Gaulle à comprendre qu'il n'y a rien à faire, il faut trouver une formule pour l'Afrique. Si l'Union française a remplacé l'Empire français de la Constitution de la 4e République d'octobre 1946, il fallait, dans la nouvelle Constitution que De Gaulle s'apprêtait à faire adopter, pour donner naissance à la 5e République, trouver quelque chose qui dépasse
l'Union française, puisque le Vietnam en est sorti, l'Indochine plutôt en est sorti. Et là, il y a eu un débat entre fédération, confédération. Finalement, De Gaulle a tranché communauté. Autrement dit, que la France métropolitaine formerait une communauté avec tous ces anciens territoires colonisés. Mais il fallait approuver la Constitution par un vote oui à l'occasion du référendum du 28 septembre 1958 pour y adhérer. Ou, et là ce n'était pas envisageable le non, c'est-à-dire faire sécession. Le Nigérien, avec Jibo Bakari, le gouvernement du PRA Sawaba, avait décidé de faire voter non. Le Niger voulait aller à l'indépendance le 28 septembre 1958. Plus que Sékou Touré, les Nigériens, Jibo Bakari et son équipe, étaient plus avancés et eux ont averti, c'était pratiquement un préavis qu'ils avaient donné à la France, que le 28 septembre, ils allaient voter non. Même quand il y avait la réunion, quand il y a eu la réunion du comité directeur du PRA Sawaba à Niamey, le 14 septembre 1958, les amis de Jibo Bakari, les Léopold Sédar Senghor et autres, avaient été travaillés pour mettre Jibo en minorité pour que le Niger puisse voter oui. Or, Sékou Touré a tué son intention jusqu'au 26 août, quand le général de Gaulle est arrivé à Conakry. Jibo Bakari a tenu, il a dit sur tous les tours que le Niger allait demander l'indépendance. Cette indépendance a été déjouée, Jibo a été évincé, je dirais liquidé, et le courant indépendantiste a été domestiqué, puisqu'il a été combattu aussi bien légalement, éliminé de l'Assemblée, à travers l'invalidation des listes des élus Sawaba, de Tessawa et de Zander, à l'issue des élections territoriales de décembre 1958, puis éliminé sur le plan légal avec l'interdiction du Sawaba le 12 octobre 1959 et bientôt l'interdiction même de la rue. Donc, le courant indépendantiste a été, après avoir été réprimé, domestiqué. Mais malheureusement, très souvent, quand on fait la cuisine dans la case, c'est dans la case que prend le feu. Il y a, au sein de la communauté inventée par De Gaulle, un courant essentiellement exprimé par Modibo Keïta, Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor du Sénégal, qui cherchait coûte que coûte à ce qu'il y ait une fédération primaire. Et comme la France ne voulait pas entendre parler de fédération, De Gaulle a dit, il n'y a pas plus raciste que De Gaulle. Comment peut-il faire une fédération avec un pays aussi pauvre que le Niger? C'est le même pied d'égalité avec un pays aussi pauvre que le Niger ou la Mauritanie, c'est les deux pays qu'il a cités. Donc, Senghor, Mamadou Dia et Modibo Keïta, du Soudan français, vont concocter et mettre au point la Fédération du Mali, en y associant la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, et le Dahomey, actuel Bénin, puisque le Niger a été retiré par l'échec du non, l'échec que je mets entre guillemets, et la victoire que je mets entre guillemets du oui. Alors, à partir du moment où la Fédération du Mali a été constituée, elle avait un penchant indépendantiste, et la France a joué pour l'affaiblir, notamment en y décrochant la Haute-Volta et le Dahomey, d'ailleurs en utilisant le Niger dans les deux cas. Et quand on crée un vide, il faut le combler. Que faire du Dahomey et de la Haute-Volta qu'on a décroché la Fédération du Mali? Il fallait les associer avec le Niger dans une autre fédération avec la Côte d'Ivoire que la France a choisi à travers Félix Houphouët-Boigny pour jouer le rôle de relais régional. Et c'est comme ça qu'en mai 1959 va voir le jour le Conseil de l'Entente qui a regroupé ces 4 pays que le Togo va rejoindre plus tard. Alors donc, à partir déjà de décembre 1959,
à la réunion du Conseil de la communauté, les gens de la Fédération du Mali, donc le Soudan, Modibo Keïta et Senghor, Mamadou Dia, ont demandé l'indépendance. De Gaulle s'est senti agacé. Il a dit on va vous la donner. Les 4 républiques d'Afrique équatoriale, Gabon, Congo-Brazzaville, Tchad, Ubangui-Chari, actuelle République centrafricaine, ont aussi demandé. Madagascar a demandé. Et De Gaulle agacé a dit on va leur donner l'indépendance. Que restera-t-il sinon le Conseil de l'Entente? Et c'est dans ces conditions qu'un moment de jeunes, au sein du PPNRDA, qui est devenu un parti, du parti unifié devenu parti unique, ont commencé à dire non, que le Niger ne doit pas accepter une situation diminuée par rapport aux autres territoires. Et à l'occasion d'une réunion du bureau politique du PPNRDA, un cacique du parti, en la personne de Diambala Nsambou Maïga, a, contre toute attente, dit non, il faut revoir les choses, le Niger ne peut pas accepter une situation diminuée par rapport aux autres. Donc, il a pris en charge la réunification des jeunes du PPNRDA. Et finalement, Diori n'avait pas le choix, Diori a été voir au Fobani, et il y a les fiches de renseignement, des services de renseignement plutôt, qui disent clairement que Diori est Diori a mandaté au faute qui allait voir De Gaulle pour dire que dans tous les cas, il faut vite arranger les choses, sinon ils ne pourront plus contrôler les jeunes. Ça ne va pas. Et c'est dans ce cas que, à partir du moment où De Gaulle a officialisé son accord pour l'octroi de l'indépendance à la Fédération du Mali, le Conseil de l'Entente s'est fâché. Houphouët-Boigny a convoqué tout le monde à Abidjan. Et ils ont dit, bon, eux, ils vont partir à l'indépendance, mais eux, ils ne font pas d'accord avec la France. C'est en ce moment qu'il y a eu des négociations où la France a arrangé les accords pour attacher tous ces pays avant de leur accorder l'indépendance. Voilà les conditions dans lesquelles l'indépendance est tombée. En vérité, le peuple n'avait pas compris grand-chose. Il y avait, si vous voulez, plusieurs niveaux de compréhension et d'appréhension. Pour les populations ordinaires, on a juste dit que le blanc va partir. Mais la proclamation de l'indépendance a été faite à Niamey, de l'année du 2 au 3 août à minuit. Et le 3 août, dans les chefs-lieux de cercle, il y avait 16 cercles. Dans les chefs-lieux seulement, on a fait venir les chefs de canton. La proclamation a été lue en français. Et sur les 16 commandants de cercle, la moitié était des blancs. Comment un paysan nigérien va-t-il comprendre qu'un blanc vient dire que non, vous êtes indépendant? De qui? Vis-à-vis de qui? Alors qu'ils sont là. Donc, il y a déjà un problème. Et ensuite, c'était seulement les chefs, en dehors des curieux de la ville qui étaient à côté. Bon, et la proclamation était en français. Et il n'y avait pas de moyens de communication pour diffuser. On a acquis l'indépendance dans ce contexte, en n'ayant aucun attribut, en dehors du drapeau et de la devise. Le drapeau qui a été adopté en 1959 dans le cadre de la communauté. Si vous regardez tous les drapeaux là, c'est le tricolore français, il y a une couleur qu'on a changée, c'est tout. Ou c'est horizontal ou c'est vertical, mais il y a au moins une des couleurs du tricolore français. La devise, il y a au moins un des éléments de la devise française, de la devise de chaque pays. Et on a inventé une constitution le 12 mars 1959 qui ne rimait à rien parce que le Niger était dans le cadre de la communauté. Le Niger n'ayant pas de souveraineté internationale, on se demandait à quoi servait cette constitution, qui a été juste adoptée pour soutenir la République qui a été créée et proclamée sur du sable mouvant le 18 décembre 1958. Alors, il n'y avait pas d'hymne national, puisque l'hymne national du Niger n'a été adopté qu'en juillet 1961. L'armée nationale n'a été créée que le 1er août 1960, donc la veille de la proclamation de l'indépendance.
Et elle a été construite avec les éléments de l'armée française, les éléments nigériens de l'armée française, donc l'armée française. Donc ce sont les troupes de l'armée française qui ont rendu les honneurs. Elle a été proclamée 30 minutes après que Diori ait reçu l'ancien gouverneur qui a fait le coup d'état politique contre Djibo Bakary, 58, dont Jean Colombani, qui était devenu le haut commissaire de la République française au Niger, de la République de la communauté au Niger, qui a été d'office reconnu comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Niger, et doyen du corps diplomatique accrédité au Niger. Donc, la compréhension vraiment des populations ordinaires, bon, il y a les gens du Sahaba, pour certains, c'était l'aigreur que ceux qu'eux, ils ont cherché, qu'ils devaient faire avec brio en 58, n'arrivent qu'en 60. Pour certains, bon, c'est quand même arrivé, c'est tant mieux. Mais pour d'autres, pourquoi c'est le RDA qui a... Avec le RDA que c'est arrivé, ça devait arriver avec eux. Alors, il y avait également de l'appréhension, des appréhensions. Il paraît que le blanc va partir. Si le blanc part, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus ceci. Les mêmes slogans qui ont été avancés en 58 à l'occasion du référendum pour empêcher les populations de voter sereinement. Bon, il y avait tous ces AOFiens-là, les gens des territoires de l'AOF, Mali, Sénégal, Guinée, etc., qui étaient au Niger, Dahomey, Haute-Volta, qui étaient les plus nombreux de l'administration et qui avaient des positions exceptionnelles qu'ils ont conservées. Et le flottement pour avoir une nationalité nigérienne a fait que tous ces gens sont devenus nigériens. C'est pour ça que quand on parle de nationalité d'origine, je dis, bon, ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a qu'à regarder les noms de tout ce monde. En réalité, dans la forme, on peut parler d'indépendance, puisque le projet de Mitterrand a été mis en œuvre. Partir pour mieux rester. Ils sont partis effectivement. Ce n'est plus une administration blanche, c'est une administration de Nigériens, mais avec ce que les Anglais appellent les linkages, les entraves, tafar en zarma. Alors, il y a eu énormément d'accords sur la langue nationale, la langue officielle, le français, sur la monnaie, le franc CFA, sur les renseignements fiscaux, sur le trésor, sur les matières premières stratégiques, sur la justice, sur la fonction publique. Bref, tout ce qui pouvait faire de République un État indépendant a été gardé par la France. On nous a donné que le titre de président de la République que Diori Hamani ne pouvait pas porter, bien qu'ayant été désigné président du Conseil le même jour que la République du Niger a été proclamée le 18 décembre 1958. Il était tout simplement président du Conseil parce que le titre de président de la République était réservé seulement au général de Gaulle. Donc, à partir du 3 août 1960, il est devenu président de la République du Niger. Théoriquement, c'est tout. Alors, tout a été conservé, mais de mon point de vue, c'est un peuple qui arrache son indépendance. Si les leaders n'ont pas été assez entreprenants, le peuple aurait pu se lever, arracher son indépendance, et je suis désolé, on n'a jamais construit sans liquide. Ça peut être du sang ou des larmes ou de la sueur. Nous n'avons pas voulu prendre ce risque, nous avons suivi. Et chaque jour qui passe, c'est exactement comme un rouleau, une bobine. Chaque fois qu'on tourne, la bobine aspire un pan. Chaque jour, c'est quelque chose qui se rétrécit. De telle sorte qu'aujourd'hui, avec l'indépendance que nous avons, il est impossible, je dis bien impossible, au Niger d'être un pays développé. Il est impossible, je dis bien impossible, que le Niger ait le choix de ses options politiques. Quel que soit le président, quelle que soit sa volonté politique. Le président Issoufou a beaucoup de volonté. Il a dit beaucoup de choses.
Mais il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas. Et malheureusement, l'indépendance, c'est d'abord le levier économique. Or, quand nous sommes condamnés à tendre la main, y compris pour nourrir la population, à tendre la main pour équilibrer nos budgets, à tendre la main pour nous protéger contre, même nous-mêmes, à l'intérieur du pays, ou maintenant contre les agresseurs extérieurs, qui sommes-nous, que pouvons-nous être sans eux? Il y a des choix à faire.